voilà, on commence à avoir une idée de ce que c'est que la grande plaisance à voile. Donc Joël Candor du chantier CNB. Alors pour le coup, on a bien vu vos produits, mais on ne sait pas grand-chose du chantier. Donc vous allez nous le présenter un petit peu. Alors parlez dans le micro quand même. Il doit être allumé normalement. 1, 2. Il est allumé. Parlez bien dans le micro. Bonjour. Donc CNB a été Parlez dans le micro donc. Mettez-le contre votre, comme ça là, contre le menton. D'accord. Parfait. Donc CNB a été créé en contre le menton. Contre le menton. Vous le collez, vous bougez plus. Donc CNB a été créé en 1987. Non, ça marche pas. Faut vraiment quand vous. Il faut que je le mange. Ah, il faut que vous le mangiez, voilà, exactement. Voilà, je vais faire comme ça. Donc Voilà, CNB a été créé en 87, donc à Bordeaux, dans les anciens chantiers d'Aquitaine. En 92, collez bien vraiment contre votre bouche. Voilà. CNB rejoint le groupe Beneteau. Je vous donne les grandes lignes. En 94, on sort le premier bateau de transport de passagers, puisqu'on était initialement, notre cœur de métier, c'était l'aluminium. Donc on s'est diversifié sur le transport de passagers pour les Antilles. En 96, on va sortir la première coque en composite. Et on sort le premier catamaran Lagoon en technologie d'infusion, résine vinyle ester. Ensuite, en 99, on crée l'atelier, ce qu'on appelle Bordeaux 2. Après, vous verrez, après, il y a Bordeaux 3, Bordeaux 4, Bordeaux 5, qui est dédié uniquement au composite. En 2002, premier monocoque en infusion Only Now, 32 mètres. Vous avez vu sur le film. En 2005, on crée Bordeaux 3, où là, on va générer que du montage de bateaux de série. Donc, les Lagoon et les Bordeaux 60. En 2006, on sort le 50e yacht, one-off. Et en 2007, on lance en production le Bordeaux 60. Là, on va sortir, on est en train de livrer le numéro 38. Et en même temps, on est en train de développer un 76 pieds de série. Numéro 1, présent au Salon de Cannes, cette année. Alors, CNB, ça appartient à Beneteau, je crois, si je ne m'abuse. Oui. Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui travaillent chez CNB? CNB, aujourd'hui, on est en... Parlez bien dans le micro, collez-le contre votre bouche. 450 personnes, sans compter les sous-traitants. Donc sous-traitant tech, sous-traitant plomberie, sous-traitant peinture. Donc on est à 600 environ. D'accord. Voilà. Et quelle est la proportion de ceux qui travaillent sur les yachts et ceux qui travaillent sur les catamarans? On va dire 50-50. 50-50, oui. Et on a à peu près 30 catamarans à livrer avant juillet. D'accord, voilà. Avant juillet de cette année. En 2 mois. Oui. D'accord. Voilà. C'est l'industrie. C'est pas mal. Voilà. Un rythme industriel. Alors sur la partie grand yacht, comment le chantier en est venu à faire ce type de produit? Mais en fait, vous devez les connaître, Olivier Lafourcade et Éditeur Gust, qui ont repris avec 2 partenaires, 2 actionnaires, les anciens chantiers. En fait, le Bordeaux 1, où on a démarré la construction des yachts en aluminium, c'était les anciens magasins généraux des chantiers d'Aquitaine. Voilà. Et on a eu ces 2 partenaires et on s'est lancé dans un premier bateau qui est Marisha 2, que vous avez vu à la fin. Et après, il y a eu un autre investisseur qui nous a permis de construire Château Braner. C'est du vin dans le Médoc. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé sur ce créneau-là? Le créneau des grands yachts. Les grands yachts, parce que Dieter Gust et Olivier Lafourcade, dans leur plus jeune âge, avaient déjà construit des petits bateaux. Ils avaient démarré par le ferrociment dans le sud de la France. Dieter a navigué. Il s'était construit un bateau au Sable d'Olonne. Et ils se sont associés pour faire perdurer leur passion sur Bordeaux, qui avait été complètement avec le chantier qui avait fermé dans les années 86, comme la Ciotat. Et l'activité a redémarré. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes une marque reconnue dans ce secteur-là.
Comment ça se passe? Est-ce que c'est les clients qui viennent chercher des bateaux chez vous sur catalogue? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Comment ça fonctionne? Parce que c'est pas une clientèle comme les autres. Enfin, il y a deux catégories. Il y a ce que j'appelle les one-off, vous appelez les super yachts. Les clients viennent nous voir, ou notre commercial qui est Olivier Lafourcade va les chercher à travers le monde. Et ensuite, il y a les bateaux de série, les Lagoon, les Bordeaux 60, les 76 pieds, qui passent par des agents. Donc on a une structure au chantier qui dynamise un réseau d'agents qui vont vendre nos bateaux à travers le monde. Enfin, vendre un 76 pieds et vendre un Lagoon, c'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est pas en général, en fait, le 76 pieds, l'idée de sortir le 76 pieds, c'est de faire un pont entre le Bordeaux 60, c'est avant de faire le saut sur le one-off, il y a le 76 pieds qui reste quand même un bateau de série, quoi. Et tout à l'heure, vous disiez que le Bordeaux 60, vous en aviez vendu. Là, on est au 40. On est au 40. Là, je suis en train de livrer le 38. Là. D'accord. Voilà. Ok. Pour ce qui est des one-off, encore une fois, sur la commercialisation, c'est quoi? C'est du réseau? C'est un très gros réseau et un énorme carnet d'adresses. Et cultivé tout au long de... énormément de connaissances. Les salons, comme vous disiez, les salons, les pontons, les capitaines. Parce que là, on s'est mis récemment à faire du refit. Là, on a eu un refit Crisco, gros refit de 8 mois. On a eu Grand Bleu Vintage, gros refit de 8 mois également. Et c'est vrai que le réseau des capitaines et des équipages, c'est la base. C'est la base. Surtout pour le refit, ils sont venus parce que, mais comme vous disiez tout à l'heure, ils étaient chez eux. Enfin, nous, on prend le bateau et on leur demande de partir en vacances. Comme ça, ils vont rejoindre leur famille et on prend tout en charge. Et tout se fait par photo, rapport, avec une visite régulière du client. Voilà. Tout à l'heure, on a vu sur les différents bateaux qu'on a vus dans le film, ça va jusqu'en one-off, vous allez jusqu'à 180 pieds. J'ai vu un bateau de 180 pieds. Les maquettes, vous avez remarqué, il y a des vrais bateaux, il y a des maquettes. Les maquettes, c'est des projets. Aujourd'hui, on a 40 projets sous le coude, en attente. Ça passe par une phase de maquette. Et aujourd'hui, le plus gros qu'on ait fait, c'est un 117 pieds, c'est Hamilton. D'accord. Voilà. Il y a un projet de 180 pieds. On a un projet de 180 pieds, on a déjà avancé les études, toute la partie logistique, parce qu'évidemment, c'est un chamboulement au niveau de l'atelier. Un retournement de 180 pieds, ce n'est pas un retournement de 100 pieds ou de 70 pieds. Mais on a le projet. On a à peu près entre 38 et 40 projets en cours en ce moment. Et quand vous dites projets, c'est-à-dire qu'ils sont signés et qu'ils sont en cours de construction ou ils sont en négociation? C'est en négociation. D'accord. C'est-à-dire que ça se passe, comment ça se passe de ce point de vue-là? C'est-à-dire que le client arrive, il vous dit ça m'intéresse, et là il y a une phase de négociation qui est très très longue, et vous signez au bout de X mois ou Ça peut aller jusqu'à 4-5 ans de négociation, ouais. Ouais. Après, il y a la politique, les élections, ça c'est une grosse influence. On a failli perdre des projets à cause de ça, mais en moyenne, c'est alors expliquez-nous un petit peu. On a parlé. Parlez bien dans le micro. On a parlé des propriétaires français. Bon, le propriétaire français, il est quand même soit ça lui pose aucun problème de montrer son goût du luxe. Soit ça peut être un gros problème, donc carrément, il va le faire construire en France, mais il va avoir un pavillon de complaisance anglais. Donc il va avoir un client anglais. Il ne va pas rester chez nous, il va partir. Et il va aller à Palma, et on va les perdre. Voilà. Alors, la phase de négociation qu'on venait juste d'évoquer, qu'est-ce qui se passe pendant cette phase-là? C'est-à-dire qu'il vient avec des idées, il vient avec une équipe, comment ça fonctionne? Il vient avec son chef de projet. Il vient avec son décorateur. Souvent, au début, il est entouré de beaucoup de personnes. Après, l'effectif se réduit. Le commercial va le voir chez lui. Il y a énormément d'échanges. Les salons, il vient voir des bateaux en construction. Il va voir des fabricants de gréements, des fabricants de voiles. Et ça peut déboucher comme ça ne peut ne pas déboucher. D'accord. On a des exemples concrets récents. C'est-à-dire l'exemple 100 pieds qui est parti sur l'Italie, alors qu'on était à 2 doigts de... On n'était pas loin.
Voilà. Alors là, et donc tout à l'heure vous m'avez dit que vous ne donneriez pas de chiffres, mais je vais quand même vous poser la question. On est sur des enveloppes, c'est des contrats de combien environ? Les catamarans, ça va de 600, hors option, 600 à 1 million d'euros. Voilà, Non. on n'est pas dans le grand yacht là. Non, c'est ce qu'on construit. Ensuite, de 77 à 117, ça va de 3 millions à 17 millions d'euros. D'accord. Voilà. Et ensuite, vous mettez combien de temps à construire quand vous signez un 117 pieds, quand vous signez un 117 pieds, par exemple, le temps de construction d'un chantier comme celui-là? Intégrant les études, 2 ans et demi. D'accord. Un bateau comme Crisco, au démarrage des études, 2 ans et demi. Et ce temps. Fini, livré. D'accord. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps, enfin entre le moment où il y a la négociation et la livraison. Après, à vous écouter, il y a des projets qui peuvent prendre presque 7 ans, quoi. 4 ans de négociation et 3 ans de chantier. après à partir du moment où le projet est signé, il est signé avec une certaine des spécifications qui correspondent à un délai. Souvent en cours de route, les clients ils veulent des modifications. Modifications, mais ça veut dire devis, mais ça veut dire temps aussi derrière. Donc on peut étendre jusqu'à 6 à 8 mois de plus par rapport à la deadline initiale, sans problème. Ça veut dire que vous, en termes d'organisation, vous êtes d'une souplesse à toute épreuve pour ce type de clientèle. Le but, c'est de dire jamais non. On ne va pas dire non, on ne peut pas. On dit oui, on peut, et on fait en sorte de le faire, dans les règles de l'art. Mais on annonce clairement la couleur. Si ça peut être fait en temps masqué, on va le faire en temps masqué. Si ça nécessite, par rapport à l'ordonnancement, des arrêts de certaines phases, on explique clairement, voilà, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus. Et il vous est déjà arrivé de dire non une fois? Jamais? Non. Maintenant. Non, globalement, non, on essaye de jamais dire non. Bon, parfois, il y a des capitaines qui ont des idées un peu farfelues. Alors, on essaye de les ramener un peu à la réalité pour des questions de coûts et d'entretien et de maintenance. Il y a souvent des petits accrochages entre la partie technique et la partie, je dirais, aménagement intérieur. Donc là, on essaye d'expliquer que on sera au rendez-vous au niveau du cosmétique, mais on ne sera pas au rendez-vous au niveau de l'entretien et du service du navire. Donc on ne dit pas vraiment non. Mais vous dites que ce n'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Oui. Voilà. Et il passe outre quelquefois? Ah oui, Crisco, on est passé outre sur beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Mais après, il est revenu. Voilà. Et on a remis... durant le refit, on a modifié beaucoup d'aménagements pour rendre le bateau aisément entretenable. D'accord. Voilà. C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez fait sur l'un de vos bateaux? Le plus fou... Ou c'est un monde où rien n'est fou, en fait? En fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, plus c'est gros, plus on peut... Au début, on est toujours étonné de faire un jacuzzi à l'avant dans une cabine avec un trompe-l'œil de Grand Antique. Et puis après, la fois d'après, c'est l'acquis qui pendule, mais après qui est pendulaire et qui remonte. C'est l'escalade à l'armement. En fait, il n'y a pas de limite. Plus les... Un sous-marin. Ça, on sait faire ici à Lorient, ces trucs-là. Hein. Ouais. Les systèmes anti-missiles embarqués, il y a du... Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens décédés dans la monde, salle, mais... Un système anti-missile embarqué, un sous-marin d'évacuation et un système de flash interdisant toute photo pour les paparazzi. Très bien. Il y a vraiment plein de débouchés. Et... Oui, en général, les plus gros délires, c'est sur les motoryachts. Parce qu'il y a la place, il y a le volume. Les voiliers, on a quand même la contrainte de la gîte et des charges en présence. Voilà. Et il y a des choses que vous ne savez pas faire? Ou à chaque fois, vous vous dites on va apprendre, on va trouver
Oui, quand on dit oui, on n'a pas les moyens de développer des usines à gaz comme font les constructeurs automobiles, où on a le budget pour casser, par exemple, 50 ou 200 capotes avec 50 petits vérins qu'on va commercialiser, comme fait Mercedes. Nous, on va dire oui, on va faire une mise au point, on va passer par des phases de montage à blanc et de mise au point. Quand on va réinjecter le bateau suivant, on va dire on sait faire. Le premier, on dit on va vous le faire, mais il nous faut du temps, d'études, de réglages, trouver les bons matériaux. Mais on n'a pas forcément le mouton à 5 pattes en magasin. D'accord. Voilà. Du coup, en termes d'organisation, ça veut dire que dans un chantier comme le vôtre, qu'est-ce qui est intégré au chantier et qu'est-ce qui est sous-traité? Quelle partie de ces projets très complexes vous ne faites pas en interne? Il n'y a pas tellement de règles, ça dépend un petit peu de la charge du chantier. On va pouvoir sous-traiter des études, on va pouvoir sous-traiter des fabrications de systèmes. En études, on peut sous-traiter de l'électrique, mais monter les faisceaux, ou l'hydraulique pareil. Ça dépendra de la charge du bureau d'études, la charge de l'atelier, le nombre de projets en cours. Il n'y a pas vraiment de règles. Et on essaye de faire travailler toutes les entreprises locales à Bordeaux et Grand Sud-Ouest, et puis la France en priorité. Vous appliquez la solidarité que réclamait M. Voilà. Véran. Bon, alors après, il y a certains produits, on ne les a pas forcément toujours en France. Par exemple? Mais pour des questions de budget, le gréement. En main-d'œuvre. Ah non, on a ça ici à Lorient, du Gréement. Oui, je sais pas où il est. Voilà. On a la peinture qu'on sous-traite. Pourquoi on sous-traite la peinture? Parce qu'on est quand même assez pénalisé au niveau de la réglementation horaire dans les entreprises en France. Les 35 heures, ça n'a pas fait du bien. Pour faire des heures supplémentaires, c'est quand même un peu bac plus 10 pour avoir droit. Donc on sous-traite, puisque c'est beaucoup d'heures, dans des travail le samedi, travail le week-end, travail tard le soir. Donc ça, c'est sous-traité systématiquement avec l'étranger. C'est sous-traité avec l'étranger? C'est sous-traité, c'est des chefs de projet français qui sous-traitent avec de la main-d'œuvre étrangère. D'accord. Voilà. C'est pas pour ça qu'ils sont payés au lance-pierre. Je vous rassure. C'est-à-dire c'est des équipes qui viennent d'Angleterre, d'Italie, des pays de l'Est, je ne sais pas, qui viennent travailler. Voilà, exactement. Oui. Qui ont le savoir-faire, qui ont la rigueur et qui a la souplesse de cette sous-traitance qui permet d'être au rendez-vous par rapport à la livraison du projet. Donc là, en fait, si je vous comprends bien, on est plus en termes d'organisation dans une logique qui est plus proche de celle des chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire, par exemple, qui ont des gros paquebots et des projets très complexes avec beaucoup de sous-traitants extérieurs, que de votre maison mère, Beneteau. Oui, tout à fait. Pour le one-off, on est comme ça. D'accord. Par contre, la série, non, c'est pas du tout. C'est un autre monde. Très bien. Ouais. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux entreprises qui travaillent dans le secteur de la course au large aujourd'hui, qui voudraient s'attaquer au marché ou travailler avec vous et s'intéresser à un marché comme le vôtre? Qui viennent nous voir à Bordeaux. Voilà. C'est un bel endroit, une belle région. Il y a du bon vin et ce sera avec plaisir que je leur ferai visiter le chantier et d'échanger techniquement. Vincent, tu es déjà venu. Voilà, il faut que tu reviennes. Il y a beaucoup de savoir. C'est la solution, c'est l'échange et échanger beaucoup et parler de nos projets respectifs et des avant-projets aussi et des projets potentiels pour essayer que ça reste chez nous, quoi. Il y a beaucoup de savoir-faire du monde de la course au large que vous utilisez ou qui vous intéresse sur les projets que vous faites aujourd'hui? Moi, je pense il y a beaucoup de tout ce qui est matière un peu exotique, titane, les fibres, ça c'est issu de la course au large. Tout ce qui est voile, c'est issu de la course au large. Le gréement, c'est issu de la course au large. L'électronique, c'est pareil. Il n'y a que le jacuzzi en fait qui n'est pas issu. Il y a encore. Et encore. Ouais. Sur certains bateaux, à certaines allures, voilà. Il peut y avoir un jacuzzi sur le pont. Mais la tenue n'est pas la même. La tenue n'est pas la même.
Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions. Vous allez tous débarquer à Bordeaux. Alors, une petite seconde. Une petite seconde. Vous allez parler dans le micro aussi. Pourquoi jusqu'à présent ça a coincé pour les bateaux à moteur, à votre avis? Mais on n'avait pas l'image de marque de chantier à bateau à moteur. Notre image, c'était plutôt axé sur le voilier. Justement, quand il y a eu cette période de défiscalisation, on a eu une rafale de 76 pieds, on en a eu une quinzaine qui ont sillonné la planète, beaucoup les Antilles au début, et les gens venaient nous voir, ne pensaient pas qu'on était capable de faire du motor yacht. C'est quand même une autre technique, le motor yacht. Hein. C'est pas du tout comme l'approche, n'est pas le voilier. Voilà. Oui, une autre question de Vincent Leroux. Oui, Joël, j'essaye de comprendre une chose quand je vais travailler à l'export. J'ai pas trop de soucis de coût en fait. J'arrive assez bien à vendre ma main d'œuvre. Par contre, quand je suis en France, c'est plus délicat. Donc, tu as évoqué le domaine du gréement, où tu es amené à aller acheter à l'export en fait. De quelle manière on peut renverser ça? C'est-à-dire qu'en fait, le savoir-faire, la qualité des produits qu'on fournit ici, vous avez, semble-t-il, du mal à le revendre derrière. Pour quelle raison, en fait? Vous avez des concurrents, forcément, en face, et eux ont des coûts, a priori, plus importants aussi, les Hollandais, les Anglais. Comment ils font, eux, pour vendre plus cher et mieux? J'ai l'impression qu'on est un petit peu, des fois, on vend peut-être un peu au rabais, on est peut-être... Non, pas du tout. Comment j'irais complexé, par exemple, ou je sais pas. Non, je cherche à comprendre. Comme je t'avais expliqué quand tu étais venu à Bordeaux, on ne fait pas des bateaux de course où on a le petit détail de matelotage où tu dois être sur place pour le faire. Moi, j'estime qu'on est capable de définir suffisamment bien le gréement pour se faire livrer des poches étiquetées et nos équipes être capables de les installer à bord sur nos bateaux. Après, quand on passe dans des bateaux un peu plus exotiques comme Eteros, je comprends que la présence de quelqu'un comme toi, c'est nécessaire. Après, on a un service achat. Et de par la massification des achats, ça nous permet d'avoir des coûts qui tombent. On ne peut pas te demander d'aller équiper du Lagoon. Tu vois? Oui, mais le Lagoon, en fait. le bateau de série nous aide énormément quant à la massification des achats. Donc, des prix. Ça c'est énorme. C'est énorme. Et par solidarité, on peut augmenter un petit peu le prix, puis alors après, faire travailler les copains. Donc là, la négociation commerciale s'engage en direct. Donc ça c'est tout à fait valable pour le pur one-off qui viendra, par exemple. Mais là, dans cette semi-série, jusqu'au 76... Là-dessus, je suis d'accord, je comprends bien. Je pense c'est impossible. En priorité, en fait. Mais ça marche pour le rod, ça marche pour la peinture, ça marche pour le carbone, ça marche pour tout, quoi. D'accord, ok. Voilà. Alors, il y a une autre question tout là-haut. Deux même. Bonjour Nicolas, fabricant de Macarbone à Lorient. On va pas reparler de ça, Joël, parce que on fera ça en privé. Moi j'ai une question, et puis je pense que là, vu qu'il y a du monde un peu de la fine, et puis de super yacht pavillon, on a discuté de ça un petit peu il n'y a pas très longtemps. Pourquoi depuis 3 ans, il n'y a plus de one-off chez CNB, qui est quand même une image? Et là, la question, elle se pose quand même. Pourquoi il n'y a pas de bateau qui signe depuis 3 ans en one-off? Je crois qu'il faut se poser les bonnes questions, quoi. Tu veux dire CNB ou en France? On va dire quasiment en France, quoi. Parce que déjà, CNB, c'est quand même une marque. On a vu tout ce que vous avez construit. Ouais. Et pourquoi depuis 3 ans, ça s'arrête, quoi? Comme tu dis, 40 dossiers, c'est ce que dit Olivier souvent. 40 dossiers en cours, il n'y a rien qui se signe, quoi. Il y a quand même un souci. Bon, déjà, aujourd'hui, on a des clients, on a 2 catégories de clients. Il y a des clients qui sont tellement pressés, ils veulent leur jouer de suite et on ne sait pas faire. Donc là, on dit non. En 1 an et demi, un 100 pieds, avec notre structure, c'est pas possible. Oui, mais justement, c'est là qu'intervient, comme on disait tout à l'heure, la solidarité, qui n'existe pas, hein, ça, on le sait, on est là pour ça aujourd'hui. Mais la solidarité, travailler en équipe avec d'autres chantiers. On refuse de faire un bateau en 1 an et demi, et on est pour discuter de ça aujourd'hui, justement, comment on peut faire pour prendre un client, l'attraper, et ensuite se partager le travail. Parce que pour l'instant, ça n'existe pas, ça. Ah, ça, je pense qu'on peut se partager les tâches
autant en études qu'en fabrication, entre chantiers. Hein. Ça nous permettrait de dire oui. Mais il portera quel nom, le bateau? Voilà. Alors, il y a Fred Vérance qui veut réagir. Ouais. Souviens-toi ce que je t'ai montré tout à l'heure. La courbe de croissance dans les grands bateaux, c'est plus de 70 mètres. Aujourd'hui, les one-off qu'on fabrique en France font 100 pieds, 120 pieds. C'est la partie en crise de la grande plaisance. On livre aujourd'hui dans le monde aux alentours de 150 bateaux de plus de 50 mètres. Et ça, on a du mal à faire en France. Ouais, voilà. Oui, ça arrive, mais ce n'est pas non plus 60 mètres, 70 mètres. On a quelques chantiers qui le font, mais la partie de ce métier qui est en pleine croissance, c'est 50 mètres et plus. Et ils sont très bien, sauf que leurs clients sont impactés par la crise. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas impactés par la crise, ce sont des gens qui ont les moyens d'acheter des bateaux à 1 million d'euros du mètre, c'est-à-dire des bateaux de 50, 60, 70 mètres. Et ça, on n'est pas encore très bon. On sait faire, mais... Si, on en a fait quelques-uns, mais voilà. L'Europe du Nord a une avance considérable sur nous dans ce domaine-là. Et voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Et puis on va avancer. Pas d'autres questions? Si, Yann. Juste une chose. Donc vous avez deux parties bien distinctes dans votre activité. Est-ce que vous faites des passerelles? C'est-à-dire qu'est-ce que les gens qui font du one-off et plutôt la grande plaisance travaillent toujours sur ces bateaux? Est-ce que vous faites passer des gens qui ont du savoir-faire série? Je parle des gens qui fabriquent le bateau sur la partie one-off. Est-ce que vous avez des transferts de compétences? Oui, on fait des échanges, on fait des formations. Parce que le spécialiste du one-off, si on le met sur une chaîne de grande plaisance, au niveau des temps, ça ne va pas passer. Et celui qui est sur la série, s'il vient sur le one-off, ça lui apprend une autre qualité du cousu humain et finition, ce que j'appelle coton de tige. Voilà. Donc on fait des échanges. On ne va pas forcément, s'il y a un besoin, on ne va pas embaucher, on va prendre nos ressources côté Lagoune, par exemple, ou côté Bordeaux 60. Pour revenir sur l'histoire de pourquoi on ne signe pas, il y a aussi les individus qui sont tellement pressés et le marché de l'occasion dans nos tailles de bateaux est tellement important qu'un refit qui va durer 6 ou 7 mois, le client il aura un bateau personnalisé à lui et pas pratiquement un bateau neuf, parce qu'en 7 mois, on sait remettre un bateau, un pont de tech, une peinture, refaire une plomberie, quitte à couper une darne, le rallonger, c'est faisable. À cause de ce marché de l'occasion qui nous dessert beaucoup aujourd'hui, dans ces tailles de bateaux, jusqu'à 130 pieds, il y en a beaucoup. Donc le client pressé, piétinant sur le quai, ben, ces 2 ans et demi passent à 1 an, allez, 1 an et demi maximum de refit. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Pour cette présentation et votre témoignage, Joël. Juste un détail technique, on vous demande de bien parler dans le micro, simplement on est streamé, il y a des centaines de milliers de personnes qui nous suivent. Des millions de personnes qui nous suivent sur Internet. Des millions de personnes. Non, c'est important pour eux, pour suivre les échanges, donc essayez juste, c'est un petit peu de discipline, mais voilà, on est embêtant pour ça, simplement parce que c'est streamé. Allez, on va passer à une nouvelle table ronde avec cette fois les hommes dont on parlait tout à l'heure, les hommes clés, qui sont les chefs de projet. Et